à moitié nu, ligoté et aspergé d'essence. Ça me bouleverse, ça me fout en l'air. Je me dis que mon père ne reviendra jamais, ils ont gâché la vie de toute une famille. Ce patron d'une casse automobile gardait précieusement plus de 200 000 € en espèces dans un coffre-fort. Qui pouvait bien lui en vouloir à ce point? On avait atteint une frontière de sauvagerie, de barbarie haineuse qui ne pouvait pas s'expliquer que par le simple vol d'un coffre-fort. Règlement de compte dans le milieu des ferrailleurs ou simple cambriolage qui aurait mal tourné, le procès de 4 malfaiteurs s'est ouvert en janvier 2012 devant les assises de Montpellier. Une alarme retentit dans les locaux d'une société de surveillance près de Montpellier. C'est l'alarme d'une casse automobile située à Saint-Jean-de-Védas. Nous sommes le lundi 4 août 2008, il est 23h environ. Le vigile tente alors à plusieurs reprises de joindre le propriétaire de la casse, Bernard Glaise, sur son téléphone portable, mais celui-ci ne répond pas. Il se rend sur place et là, il croise un individu qui lui dit que tout va bien. Il s'aperçoit très vite qu'il y a d'autres personnes et pas seulement une. Qu'il y a 3 autres personnes, puisque ces 3 autres personnes commencent à partir sur la panique. Et là, le vigile est obligé de le lâcher. Parce que là, il risque sa vie aussi. Impuissant, le vigile voit les 4 hommes prendre la fuite en escaladant un grillage. Il s'avance dans la casse et aperçoit une flaque de sang sur le sol. Il a le réflexe d'appeler la gendarmerie qui envoie aussitôt une patrouille. Sur place, les gendarmes vont faire une terrible découverte. Il tombe sur la voiture de Bernard Glaise, le propriétaire de la casse, qui est donc une Jeep Cherokee. Et à l'intérieur, dans le coffre de la Jeep, il retrouve le patron de la casse, nu, en slip, ligoté et décédé. Le corps est recouvert d'une couverture imbibée d'essence. Dans le coffre, les gendarmes trouvent également des armes. Ils continuent à fouiller les lieux à la recherche d'autres indices et tombent sur une flaque d'huile à la sortie de la casse. Comme le petit poussé qui laisse ses indices, il suit cette trace d'huile et il tombe sur une voiture en panne le long de la route. Donc on est vraiment dans du périurbain, au milieu entre les vignes et la ville. Et là, il y a une voiture abandonnée. Il s'agit d'un véhicule maquillé, sans plaque d'immatriculation, le carter détruit. Cette voiture est vide de ses occupants. Les gendarmes s'attellent alors à effectuer les premiers repérages autour de ce véhicule suspect. Il se passe un événement totalement improbable, c'est-à-dire qu'une voiture semble arriver dans leur direction et à la vue des uniformes et des gyrophares de gendarmerie, je vous rappelle qu'il est quand même minuit, donc il fait nuit, on est un lundi soir, et la voiture fait demi-tour et s'enfuit. Donc là, une course-poursuite s'engage. Dans la course-poursuite, les gendarmes les perdent de vue un laps de temps. Pendant ce temps-là, ils perdent le contrôle du véhicule qui va se coucher sur le côté. Et les fuyards abandonnent leur véhicule qui tombe dans un fossé. Ils partent à pied. Malgré les tentatives des gendarmes, ils n'arrivent pas à coincer les suspects. Ayant perdu les malfaiteurs de vue, les enquêteurs décident de repartir à la recherche d'indices dans les 2 véhicules abandonnés, mais aussi sur les lieux du crime. Qui retrouve notamment un extincteur qui présente des traces de sang, une poignée où il y a aussi des traces de sang, un couloir qui est environ large d'1,50 m où il semblait y avoir eu une bagarre. Et dans le bureau de la victime, donc du propriétaire de la casse, un grand désordre, et notamment la fameuse armoire métallique qui est une armoire forte qui a été déplacée mais qui n'a pas été emportée. Dans cette armoire forte se trouve une importante somme d'argent, plus de 200 000 €. Les enquêteurs pensent alors à une tentative de cambriolage, mais le corps de la victime témoigne d'une violence hors du commun qui sème le doute dans l'esprit des enquêteurs.
Il présente des traces d'ecchymose, notamment sur la tête, qui seraient sans doute compatibles avec un coup d'extincteur, le même extincteur qui a été retrouvé avec des taches de sang. Il a reçu une décharge de fusil au niveau de la hanche. Un vol, vous emportez quelque chose. Un vol, s'il y a un incident qui se produit, vous neutralisez la victime. Là, on était au-delà de ça. On avait atteint une frontière de sauvagerie, de barbarie haineuse, qui ne pouvait pas s'expliquer que par le simple vol d'un coffre-fort. Comment justifier un tel acharnement sur la victime? S'agit-il d'un simple cambriolage qui aurait mal tourné, d'un règlement de compte ou d'une autre piste? La police judiciaire est alors saisie du dossier. Dans un premier temps, les enquêteurs décident de se pencher sur la personnalité de la victime. Bernard Glaise, 61 ans, un homme au caractère bien trempé. C'est une masse, 1m85 ou 87, 103 ou 104 kilos. C'est une masse au sens physique du terme, mais je crois aussi que c'est un homme qui en impose par son caractère. Il est violent. Et certains témoins le disent, il reçoit les clients sans beaucoup d'aménité. C'est pas une personne à se laisser marcher dessus, quoi. Alors qu'il s'imposait, il savait très bien dire oui ou non. Sur ça, il était direct, quoi. Franc et direct. S'il était un peu bourru, Bernard Glaise était malgré tout connu et apprécié dans Montpellier. Il était le responsable de cette casse depuis plus de 30 ans, mais le milieu de la casse est connu pour être très particulier. C'est un milieu qui est un peu à la marge. C'est un milieu où les rapports sont des rapports durs. C'est un milieu où il ne faut jamais baisser sa garde. C'est un milieu où règne la loi du plus fort. Je pense effectivement, moi, en première impression, à un règlement de compte de milieu, dans le milieu, dû à quoi, je le sais, affaire d'argent, affaire de femmes, affaire de ferraille, mais c'est la première chose à laquelle je pense. Il s'agirait donc peut-être d'un règlement de compte sur fond d'affaires troubles. Mais les proches de Bernard Glaise ne lui connaissaient pas d'ennemis. Règlement de compte, non. Parce que bon, mon père était assez droit, on va dire, sur ça. Il ne faisait pas de dérapage ni d'entourloupe. Dans ce milieu où s'échangent des liasses de billets, Bernard Glaise gardait tout de même plus de 200 000 € dans les locaux de son entreprise. Cette somme met la puce à l'oreille aux enquêteurs. Des vérifications financières ont été faites pour savoir si, d'aventure, vu son image et sa profession de ferrailleur, il ne touchait pas à des affaires financières, à des fraudes fiscales, à des évasions fiscales, à des blanchiments d'argent. Rien. Les différentes pistes d'un règlement de compte sont donc écartées. Mais l'armoire forte qui contient les 218 000 € a été forcée et déplacée. Les enquêteurs s'intéressent alors à la thèse du cambriolage qui aurait mal tourné. Bernard Glaise ayant déjà été victime d'une tentative de vol dans sa casse quelques mois plus tôt. Donc, du coup, il était sur la défensive, il faisait attention le soir quand il partait ou quand il rentrait. Il s'attendait à quelque chose d'autre, quoi. Étant donné que leur cambriolage n'avait pas porté ses fruits, il s'attendait justement à avoir un retour, quoi. Ce soir-là, Bernard Glaise revient dormir à la casse, armé d'un fusil à pompe et d'un pistolet, des armes que les enquêteurs vont retrouver dans son coffre. Mais les analyses ADN ne donnent rien. Les empreintes digitales sur les armes correspondent seulement à celles de la victime. En revanche, d'autres analyses vont se révéler payantes. On a découvert des vêtements et des cagoules qui présentaient des traces d'ADN. Cet ADN rapidement exploité a conduit à l'identification de M. Stéphane Rivière. Stéphane Rivière, un ferrailleur. Ce suspect est rapidement identifié car il est déjà connu des services de police. C'est un casseur automobile qui a été condamné 2 fois pour recel.
C'est pas un bandit de grande envergure, c'est pas un délinquant professionnel. Il a 2 condamnations pour recel qui remontent à plusieurs années en arrière. Mais Stéphane Rivière n'est pas le seul suspect identifié suite aux analyses effectuées par la police scientifique. Les empreintes génétiques de Frédéric Antonetti, une connaissance de Stéphane Rivière, sont retrouvées sur une cagoule. Lui aussi a déjà connu la prison. J'ai déjà été incarcéré quand même 8 fois. J'étais le coupable idéal. Il y a une charge très lourde, c'est le passé de mon client, son casier judiciaire, puisqu'il est connu des services de police et de la justice, mais pas pour des crimes de sang, pour des petits délits, mais il n'en demeure pas moins que son casier parle contre lui. Parallèlement à toutes ces analyses ADN, une autopsie et des prélèvements sont effectués sur le corps de la victime, Bernard Glaise. On a obtenu également un autre indice ADN qui, celui-là, résulte d'un prélèvement effectué sous les ongles de la victime de M. Glaise et qui conduisait cette fois-ci à l'identification de l'ADN de M. Marcelin Rivière, qui se trouve être le frère de Stéphane Rivière. L'ADN de Marcelin Rivière sous les ongles de la victime laisse à penser à une bagarre avec Bernard Glaise. Un autre indice semble étayer cette hypothèse. Marcelin Rivière s'était présenté le 5 août à l'hôpital de Béziers et il avait un poignet enflé et qui en fait s'est avéré être cassé, ce qui rendait vraisemblable sa participation à une bagarre dans les heures précédant cette hospitalisation. Le 24 novembre 2008, les 2 frères Rivière ainsi que Frédéric Antonetti sont interpellés et placés en garde à vue. J'ai eu une interpellation sur la route par la BRI avec des hommes cagoulés, armés. Et ils m'ont embarqué, ils m'ont dit que j'étais là pour une affaire de meurtre. Mais pendant les 3 jours de cette garde à vue, Frédéric Antonetti et les 2 autres suspects nient les faits et clament leur innocence. Il me dit « Je vous assure, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. » Sur tous les tons. Je lui dis « Mais on a vos empreintes, donc ce n'est pas vous, il y a vos empreintes ADN. Ça va être difficile de nier l'évidence. » Frédéric Antonetti maintient sa version. Il affirme n'avoir pas vu les frères Rivière depuis au moins 7 ans et ne pas comprendre ce que faisait cette cagoule sur les lieux du crime. Pourtant, sa version est contestée. Il y a le témoignage de la petite amie qui va dire que Antonetti a fréquenté les frères Rivière très récemment, y compris en été 2008. Ce qui vient contredire ce que soutient Antonetti. Ce témoignage d'une ex-petite amie accable Frédéric Antonetti. Les frères Rivière et Frédéric Antonetti sont placés en détention provisoire 3 jours plus tard. Mais ils continuent à nier leur participation au meurtre de Bernard Glaise. Pourtant, pendant leur détention, de nouveaux éléments vont apparaître. En prison, Stéphane et Marcelin Rivière reconnaissent leur présence sur les lieux le soir du crime, mais mettent Frédéric Antonetti hors de cause. Stéphane Rivière assure avoir porté lui-même la cagoule en guise de bonnet. Mais alors, pourquoi y a-t-on retrouvé des traces ADN appartenant à Frédéric Antonetti? Cette cagoule, je ne l'ai pas portée pour les faits. Je l'ai portée avant, mais j'avais une moto, et puis avant que je faisais un peu des bêtises. Et puis après, il va dire que oui, avec Rivière, ils ont fait des coups, mais toujours des coups qui ne sont pas des coups d'atteinte aux personnes, des atteintes aux biens. Donc un vol de voiture, c'est ce qu'il va finalement dire pour essayer d'expliquer pourquoi cette cagoule est là, parce que lui-même n'en sait rien. Des cheveux ont été retrouvés dans cette cagoule, mais ils n'avaient pas été analysés au départ. De nouvelles expertises ont donc lieu au laboratoire génétique de Nantes pour déterminer si c'est bien Stéphane Rivière qui a porté cette cagoule. Et la réponse arrive par courrier. Elle est formelle. Les cheveux appartiennent à Stéphane Rivière et non à Frédéric Antonetti. Cette lettre arrive, c'est un coup de tonnerre. C'est ouf. Ouf. La science, enfin, dit les choses. Les frères Rivière
confirment qu'ils n'ont pas vu Frédéric Antonetti depuis plusieurs années, contrairement à ce qu'affirmait son ancienne petite amie. Un autre témoignage va soutenir son alibi. Son fils assure qu'il était avec lui toute la soirée et se souvient même qu'il jouait au Monopoly. Sauf qu'habituellement, ce fils vit avec sa mère, à Marseille. Il a un billet de train nécessairement qui lui a permis de rejoindre son père au Gros du Roi pendant l'été. Donc Dieu merci, on va retrouver le billet de train, le billet aller, et on va s'empresser de le donner au juge en disant voilà, ce témoin était là, c'est le fils, il est en droit de visite, et voilà le billet de train qui prouve qu'il a bien fait le trajet. Tous les éléments concordent. Frédéric Antonetti est disculpé. Il est libéré au mois de juin 2009 après avoir purgé plus de 6 mois de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. J'ai très mal vécu mon incarcération, celle-ci, puisque contrairement aux autres, elle était totalement injustifiée. Antonetti disculpé, les enquêteurs sont toujours à la recherche des 2 complices présumés des frères Rivière. Ils décident alors de mettre en œuvre une procédure un peu spéciale autorisée en cas de criminalité organisée. Le juge d'instruction a estimé qu'il était nécessaire de sonoriser les parloirs. Et les 2 frères prennent beaucoup de précautions. Ils chuchotent, notamment quand ils parlent des faits. Ces écoutes en elles-mêmes, si vous voulez, ne sont pas traduisibles immédiatement, puisque, bien entendu, ce n'est pas les noms des participants, mais des surnoms ou autres qui sont évoqués. Il faut déjà interpréter. Après nettoyage et analyse des enregistrements, les conversations de Stéphane Rivière avec sa famille vont révéler que des complices sont encore en liberté. Dans ces écoutes, on parle d'un Martial, on parle d'un JP, on parle d'amis. Alors ils font très vite le lien, ils font leurs recherches, leurs investigations, et ils découvrent bien entendu l'identité des 2 autres, c'est-à-dire le Martial, c'est Martial Crémieux, et Ami, c'est le fameux Pierre. Il s'avère que Jean-Claude Pierre connaissait Bernard Glaise. C'est lui qui aurait fait le lien avec Stéphane Rivière. Car toutes les personnes impliquées dans cette histoire ont un point commun, le milieu de la casse automobile. Martial Crémieux a une casse automobile. Stéphane Rivière a une casse automobile. Son frère est ferrailleur, c'est-à-dire qu'il récupère des métaux dans les casses automobiles. Jean-Claude Pierre est un habitué d'une casse ou d'un garage automobile, plus exactement, qui est voisin de la casse Glaise, où M. Glaise, la victime, se déplaçait ou fréquentait assez régulièrement. Donc, si vous voulez, peu à peu, le puzzle s'établit. Ces 2 nouveaux suspects font alors l'objet d'une enquête et sont notamment mis sur écoute. Le coup de filet intervient en novembre 2009. Dans un second temps, on va être interpellé Martial Crémieux, qui vit en Andorre, et Jean-Claude Pierre, l'aîné de l'équipe, qui a 57 ans à l'époque et qui tient un snack à Montpellier, et qui connaît Stéphane Rivière depuis longtemps, parce ils se sont rencontrés en prison dans les années 90, déjà pour des affaires liées aux casses automobiles, à savoir des recels de pièces volées. 2 suspects supplémentaires interpellés, les 4 malfaiteurs présumés sont donc désormais aux mains de la justice. Reste à savoir maintenant ce qui s'est passé la nuit du 4 août 2008 dans la casse de Bernard Glaise. Pourquoi a-t-il été retrouvé nu et ligoté? Et surtout, qui a tiré le coup de feu fatal? Le procès débute le 12 janvier 2012 aux Assises de Montpellier, plus de 3 ans après les faits. Visage fermé, les 4 accusés prennent place dans le box sous le regard inquisiteur des proches de Bernard Glaise. Ce que je veux savoir, la vérité. Pourquoi on en est arrivé à des choses comme ça? Pourquoi mon père est mort ce soir-là? La partie civile veut tout d'abord comprendre qui a tiré le coup de feu fatal. Bernard Glaise a en effet succombé à un tir dans la hanche, mais aucun des 4 hommes n'assume cette responsabilité. Les jurés doivent procéder par élimination. Il paraît acquis aussi
tout simplement parce que son âge, il avait à l'époque 56 ou 57 ans, le rendait moins leste que les autres. Il paraît acquis que Pierre s'est cantonné dans un rôle de guetteur à l'entrée de la propriété, puisque les trois autres avaient dû escalader un grillage pour pénétrer dans les lieux. Cette version n'est pas contestée par les autres accusés. Jean-Claude Pierre n'aurait donc pas participé à la bagarre. Stéphane Rivière a lui aussi une explication pour sa défense. Il semblerait que Stéphane Rivière, au moment du coup de feu et durant le déroulement de la bagarre, était derrière M. Glaise et le maintenait par les bras pour l'empêcher de bouger. Thèse qui paraît confortée par le fait qu'effectivement les médecins ont trouvé sur les bras de M. Glaise des traces de maintien et de pression. Le tireur serait donc soit Martial Crémieux, soit Marcellin Rivière. Mais chacun des deux accusés soutient qu'il n'était pas présent à ce moment-là. Pour expliquer le coup mortel et disculper son frère, Stéphane Rivière avance même une nouvelle explication. Monsieur Glaise tenait l'arme comme ça. Mon client le tenait par l'arrière, a essayé de le désarmer. Le fusil est parti dans cette direction et a atteint Monsieur Glaise à la fémorale, c'est-à-dire à hauteur en haut de la cuisse. Voilà, selon ce que dit mon client. Bernard Glaise se serait donc accidentellement tiré le coup de feu dans la hanche. Une version contestée par les experts. L'expert balistique à la question de savoir si la trajectoire était compatible avec les déclarations de Stéphane Rivière est catégorique. Ce n'est pas possible. Finalement, aucun des accusés n'assume la responsabilité du tir qui a tué Bernard Glaise. Personne ne dénonce le coupable. Reste à savoir s'ils seront plus prolixes pour déterminer qui aurait torturé Bernard Glaise. Selon l'autopsie, la victime a succombé à sa blessure entre 2 minutes et 30 minutes après le coup de feu. Les accusés soutiennent avoir attaché et dénudé la victime seulement après sa mort, dans la panique générale. Pourquoi attacher un mort avec du serflex aux chevilles et aux poignets? Si on l'attache aussi fort aux chevilles et aux poignets, c'est qu'il n'est pas mort. Si on le déshabille, c'est qu'il n'est pas mort. Si on continue à essayer de lui faire je ne sais quelle dernière infamie, c'est pour lui faire dire le coffre. Selon l'avocat de la partie civile, les accusés auraient donc essayé d'extorquer le code du coffre à Bernard Glaise, car leur motivation pour monter ce coup était de s'emparer d'une petite fortune. Il leur a été dit par un employé très bavard, ce qui ne s'adressait pas spécialement à eux, mais qui s'adressait à qui voulait bien l'entendre, qu'il y avait la somme de environ 1 million d'euros. 218 000 euros précisément. Les malfaiteurs auraient agi ce soir-là car l'employé de Bernard Glaise les aurait également informés de l'absence du gardien habituel des lieux. Ils ont un renseignement, à savoir que celui qui habituellement garde les lieux est en vacances. Et ça, pour eux, c'est une certitude. Les frères Rivière, Jean-Claude Pierre et Martial Crémieux affirment qu'ils étaient certains de pouvoir agir sans être dérangés. Ils se trompaient. L'arrivée de Glaise est totalement impromptue. Elle est tellement impromptue et tellement surprenante pour eux qu'ils n'ont aucune arme autre qu'une bombe lacrymogène. D'après eux, Bernard Glaise les attendait au tournant. C'est donc lui qui les aurait piégés. Ils sont dans une souricière. Je ne dis pas parce que le mot est sévère, même s'il a été employé par un des accusés au cours du procès, que c'est un guet-apens. Mais je dis qu'ils sont malheureusement pris comme des rats dans une souricière. Ils y sont allés, ils ont quand même failli perdre leur vie. Logiquement, ce serait nous qu'on aurait dû aller les voir au cimetière. Pour le parquet, la thèse du guet-apens ne tient pas une seule seconde. J'ai fait observer que s'il avait tendu un guet-apens, il était abondamment muni d'armes et qu'il lui suffisait d'attendre ces cambrioleurs dans le noir et dès qu'ils pénétraient dans les lieux, dans ce couloir relativement étroit, de les abattre. Il ne l'a pas fait. Les avocats de la défense vont alors tenter de trouver des circonstances atténuantes à leurs clients en mettant en avant
Leur enfance difficile, sans réel repère et surtout des vies précaires pour la plupart. Ils étaient allés pour nous, pour avoir de l'argent, pour pouvoir mieux vivre. On était en problème financier, on avait besoin d'argent, surtout Marcelin. Les jurés seront-ils sensibles à ces arguments? Les 4 hommes risquent tous la réclusion criminelle à perpétuité pour vol accompagné de violences ayant entraîné la mort. À l'issue de 8 jours de procès, le verdict tombe. Stéphane Rivière, il a 50 ans. Et lui écope de la peine la plus lourde avec Jean-Claude Pierre, à savoir 25 ans de réclusion criminelle. Et pour l'avocat général, qui avait requis 30 ans contre lui, comme Jean-Claude Pierre, il fait partie des commanditaires, ou en tout cas des organisateurs de ce cambriolage qui a mal tourné le 4 août 2008. Le rôle de M. Pierre a été celui du donneur d'informations, du complice aussi par instigation, parce que c'est lui qui a fait briller ce coup du siècle, hein, c'est comme ça qu'ils en parlaient, à ses complices. Pour avoir suivi son frère et participé aux faits, Marcelin Rivière écope de 20 ans de prison. C'est moins que Stéphane Rivière, car son casier judiciaire est vierge, mais ses mensonges répétés n'ont pas joué en sa faveur. Rodolphe Martial Crémieux, plus coopératif, a su davantage attirer l'indulgence des jurés. 20 ans ont été requis contre lui et les jurés l'ont finalement condamné à 16 ans de réclusion criminelle, soit la peine la plus basse prononcée lors de ce procès. Explication, il y avait peut-être des accents de sincérité plus prononcés chez Rodolphe Crémieux, notamment parce qu'il a très vite reconnu les faits en expliquant qu'il avait été envoûté par cet argent. Après le prononcé du verdict, des questions restent sans réponse. La famille de la victime ne connaît toujours pas les conditions exactes dans lesquelles Bernard Glaise a trouvé la mort. Un peu déçu par justement ce manque d'informations et ne pas savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qui a fait quoi. Ça me bouleverse, ça me fout en l'air. Je me dis que mon père ne reviendra jamais, ils ont gâché la vie de toute une famille. Mon père, il allait prendre sa retraite, il n'a pas pu en profiter. Aujourd'hui, Clément Glaise a repris les rênes de la casse. Mais il espère à l'avenir pouvoir tourner la page de ce drame et reprendre des études, comme le souhaitait son père.